Tu as oublié ton micro, Laurence, je crois. Merci. Bonjour à tous. Donc, on va poursuivre cet après-midi autour. Ah, j'ai un souci avec mon micro qui se coupe. Voilà, ça a l'air d'être stable. J'ai un souci de micro qui se coupe et se désactive. J'espère que ça va aller. Donc, bienvenue à tous dans cet après-midi autour de la neutralité carbone. Donc, je vais vous, sans tarder, passer la parole à Pierrick Nussbaumer et Magali de Proust, qui sont nos intervenants pour ce début d'après-midi. Le troisième intervenant, David Lebanier, nous rejoindra un peu plus tard. Et donc, l'après-midi sera organisé autour des outils, des systèmes et des méthodes de la neutralité carbone. Donc, je passe la parole à Pierrick. Oui, donc bonjour à tous, Pierre Nussbaumer du CEREMA, et on va regarder tout d'abord dans un premier temps l'analyse de cycle de vie à la française, ou comment est-ce qu'on adapte l'outil de l'analyse du cycle de vie à une réglementation, et la réglementation qu'on appelle la RE 2020 et qui était avant le référentiel E plus C-. Alors, je vais d'abord vous présenter un petit peu les contextes qui nous mènent à la réglementation RE 2020 en France. Qu'est-ce que c'est cette analyse? Et enfin, regarder un peu de manière plus précise, qu'est-ce que la donnée environnementale et qui est un des points clés, le point clé de cette ACV au niveau de la RE 2020. Tout d'abord, le contexte. De manière assez simple, on connaît tous le réchauffement climatique, cet objectif de limiter à 1,5 degré notre réchauffement climatique au niveau mondial. Pour cela, on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et la France est dotée de cette stratégie nationale bas carbone qui se veut être neutre en carbone en 2050. Si on regarde au niveau du bâtiment, qu'est-ce que ça implique? Quels sont les objectifs plus précis de cette stratégie nationale bas carbone pour le bâtiment? Ben, c'est quasiment une décarbonisation complète de notre bâtiment qu'on peut revoir à ces niveaux-là. Donc moins 30%, moins 50% quasiment en 2030 et une décarbonisation complète en 2050. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? Et principalement au niveau du bâtiment neuf. Et ben, l'idée est d'utiliser la réglementation RE 2020. Est-ce qu'on y arrivera jusqu'au bout ou pas? On verra ça par la suite. Cette réglementation se situe autour de 3 pôles et on va surtout regarder la partie carbone et je vais vous parler vite fait de la partie énergie ou la partie confort d'été. Au niveau de la partie énergétique, on a tout d'abord une sobriété énergétique. On va réduire les besoins par rapport à la réglementation actuelle qui s'appelle la RT 2012 de 30%. Ensuite, on va travailler sur une décarbonisation des énergies ou utiliser la chaleur renouvelable. Pour cela, on va limiter l'impact carbone de nos consommations et on va en avoir en 2 phases. Une première phase dès aujourd'hui, dès 2022 pour les maisons individuelles et d'ici 2025 pour les logements collectifs, parce qu'on voit qu'on peut, pour décarboner, en fait, c'est principalement sortir du gaz en France, dans les maisons neuves, et la maison individuelle est déjà prête à passer sur un autre système, alors que le logement collectif n'y est pas encore. Les systèmes ne sont pas encore au point, ou en tout cas, on ne trouve pas autant d'éléments. Et par contre, dès 2022, on passe à l'effet Joule. Pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres sur tout ce qui est tertiaire, mais ça devrait venir d'ici peu. Un autre point, c'est le confort d'été. Donc, réchauffement climatique dit adaptation au confort d'été. Et comment est-ce qu'on le mesure? Donc, l'État, en tout cas la France, se dote d'un nouvel indicateur qu'on appelle le degré heure. Comment est-ce qu'il se calcule? Tout d'abord, on regarde la température au niveau de notre bâtiment dans une journée. On regarde quand est-ce qu'il y a occupation ou pas dans notre maison. Donc là, c'est une maison individuelle, il y a occupation la nuit et le soir. On va cibler 2 niveaux seuil de confort, un niveau de 26 degrés la nuit
et un niveau qui peut varier en fonction des jours précédents, un niveau de confort adaptatif. Donc, on adapte notre confort en journée, et donc là, à peu près 27,53, ça c'était l'exemple qu'on a pris. Ensuite, on va regarder en occupation quelle est la différence. Est-ce qu'on est au-dessus de ce niveau de confort? Et on va calculer la différence. Combien de degrés de différence on a? Enfin, chaque jour, on va sommer ces différences-là, donc des degrés-heures, et on va le sommer sur l'ensemble de l'année. C'est ce point-là. On va donc donner, en fonction de différents seuils, si notre bâtiment est réglementaire, où le confort est assuré, un niveau entre le seuil bas et le seuil haut, où il est réglementaire, mais il n'est pas forcément confortable. Donc là, on va pénaliser la consommation. On va faire comme s'il y avait une consommation de refroidissement, pour pénaliser. Et après, un seuil haut, où là, on est complètement non réglementaire. Maintenant, si on regarde la partie carbone, on va regarder plus précisément cet outil de l'analyse du cycle de vie qu'on va utiliser pour cette partie carbone. La méthode de l'analyse du cycle de vie, j'aime bien la présenter sous cette forme-là. Une entrée, des sorties et un calcul au milieu. Pour essayer de le comprendre, on va commencer par regarder qu'est-ce qu'on met comme données d'entrée, qu'on va appeler en fait contribution. Dans notre système d'ACV, qui peut être différent en fonction donc, des ACV différentes, mais l'ACV au niveau de la réglementation française se distingue entre différentes contributions. Le premier, ça va être les composants, donc tout ce qui va être matériaux ou équipements, donc mes briques, mon béton, mais on peut aussi avoir les équipements tels que ma chaudière ou ma pompe à chaleur ou ma ventilation. Une partie qui va être consommation, on va dire ces deux principaux points qui vont être les plus impactants au niveau de l'impact sur le réchauffement climatique. Toute une partie sur le chantier, quels sont par exemple, les déplacements de terre excavés ou mes consommations au moment du chantier, ma consommation d'eau et aussi tous mes impacts au niveau de la parcelle. Ensuite, quand on a fait ces différentes catégories, on va regarder en fait quelles sont les quantités qu'on va avoir et on va le multiplier par une donnée environnementale. Prenons l'exemple du béton. La question, ce sera de savoir quelle est ma quantité de béton que j'ai dans mon bâtiment, si j'ai du béton bien sûr, et donc comment est-ce que je peux le savoir assez tôt, dès le début de mon projet. Et donc là, il va falloir essayer d'avoir des estimatifs le plus tôt possible. Mais ensuite, il faut savoir quel est mon impact de ce béton. Quel type de béton j'utilise? Est-ce qu'il va être beaucoup ferraillé ou pas? À quelle distance se trouve ma fabrication de béton? Tous ces éléments-là qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle données environnementales. On va faire un point tout spécifique là-dessus. Ensuite, on va avoir le calcul. Et donc, l'idée du calcul, c'est vraiment de prendre l'ensemble du cycle de vie. Et l'ACV bâtiment à la française se veut vraiment sur l'ensemble du cycle de vie, de l'extraction de la matière première, de la production, du transport de mon matériau jusqu'à mon chantier, la mise en place du chantier, l'exploitation, est-ce que je vais avoir des changements au niveau de mes matériaux, une démolition, une déconstruction, une mise en décharge, recyclage ou réemploi. Là, on prend en compte à chaque fois une durée d'étude de 50 ans. L'idée étant de dire qu'au bout de 50 ans, soit le bâtiment va être détruit, alors ce n'est pas forcément le cas, mais il y aura un changement important, une rénovation importante qui va faire qu'il y aura sûrement un changement d'usage ou pas forcément remettre le même type de matériaux au bout de 50 ans. Enfin, quelles sont les données sorties? Et là, l'ACV est un outil multicritère qui nous permet d'avoir plusieurs éléments, plusieurs données de sortie, plusieurs indicateurs qu'on peut avoir. On distingue entre les données environnementales, tout ce qui va être utilisé au niveau de l'utilisation des ressources, la production de déchets et tout ce qu'on va appeler indicateurs au niveau des flux sortants. Donc ça va être par exemple quelles sont la quantité de matière recyclée que je vais avoir ou l'énergie que je vais fournir à l'extérieur. Alors, tous ces indicateurs sont calculés par la réglementation, mais la réglementation va s'intéresser principalement au potentiel de réchauffement climatique. On va appeler ça l'impact sur le changement climatique. On va en avoir deux. On va avoir une exigence. On va avoir l'impact sur le changement climatique qui est juste lié aux composants, donc les matériaux, les équipements et le chantier. Et un autre qui va être sur l'impact sur le changement climatique des énergies. On va en calculer d'autres qui vont être sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, l'ensemble des composants de notre bâtiment. On va en avoir un sur les données environnementales par défaut,
dessus, et un élément sur le stockage carbone, la quantité de stockage carbone qu'on peut avoir. On va le voir plus précisément après. On va avoir différentes exigences. Ensuite, donc, quand on aura calculé mon impact sur la construction, je vais le comparer à un indicateur max. Cet indicateur max va être modulé par différents éléments et il va être réduit en fonction du temps. Et c'est là un des nouveaux points de cette réglementation, c'est qu'on sait déjà quels seront les niveaux d'ici 2025, 2028 et 2030. Qu'est-ce qu'on a? En fait, aujourd'hui, le niveau qui est donné, c'est en fait à peu près un bâtiment actuel, comme un bâtiment qu'on va appeler RT 2012, donc de la réglementation actuelle. C'est équivalent. Simplement, on ne va pas mettre une exigence supplémentaire parce que les fabricants, la filière, ne connaissent pas forcément encore cet outil et comment l'utiliser. Par contre, à partir de 2025, on va réduire petit à petit et là, essayer d'utiliser différents leviers. Alors, j'aime bien utiliser, pour donner quelques éléments, l'équivalence avec ce qu'on connaît de temps en temps au niveau énergétique, sobriété, efficacité renouvelable de l'Institut Négawatt. Si on le traduit au niveau de l'ACV ou du carbone, c'est simplement d'abord réduire mes quantités de matériaux. Comment est-ce que je peux réduire les AFR? Comment est-ce que je peux avoir des matériaux moins carbonés? Comment est-ce que mes fabricants peuvent chercher à avoir des matériaux moins carbonés? Et ensuite, comment est-ce que je peux vraiment avoir des matériaux à stockage de carbone, alors temporaire, des matériaux recyclés ou des matériaux réemployés? L'ACV à la française, l'ACV RE 2020, utilise l'ACV dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ACV dynamique, ou l'approche statique, celle qu'on connaît habituellement, c'est de dire mon impact de mon émission, que j'émette aujourd'hui ou que j'émette dans 30 ans ou 50 ans, ça a le même impact. L'ACV dynamique dit non, l'impact que j'ai aujourd'hui est plus impactant que dans 30 ans. L'urgence climatique nous dit qu'il faut réduire les émissions aujourd'hui et pas forcément demain, dans 30 ans. Ça veut dire que donc, en prenant cette hypothèse-là, on réduit notre impact, on met un coefficient de pondération en fonction de l'année. Plus l'émission est plus tard, plus notre impact sera plus faible. Alors regardons ça principalement au niveau de ce qui est matériaux biosourcés. Alors, là, je vous présente deux cas. Un cas d'une poutre de bois et un cas d'une poutre acier. Alors, ne regardez pas les chiffres entre 130 et 8, c'est pas ça qui nous intéresse, mais plutôt l'approche entre une approche statique et une approche dynamique. Au niveau de l'approche statique, donc l'impact de notre matériau, au niveau d'un matériau biosourcé, en tout cas de notre poutre, on va avoir un niveau moins au niveau de la production. Comme mon arbre grandit, il va stocker du carbone. Et enfin, en fin de vie, il va en réémettre. Au niveau de la poutre acier, on va en émettre plutôt au niveau de la production. Quand je travaille sur ma poutre, quand je vais la couper, la découper, et en fin de vie aussi. Simplement, comme on peut le voir, comme en fin de vie, on se retrouve dans 50 ans là-dedans, on va réduire quasiment de moitié, un peu moins de la moitié, cette fin de vie, ce qui nous permet d'avoir un impact négatif au niveau de ma poutre bois, pardon, alors que mon changement au niveau de ma poutre acier sera beaucoup moins faible. Donc, l'utilisation de l'ACV dynamique va encourager fortement tout ce qui va être matériaux biosourcés et donc avoir un impact dans les prochaines années, aujourd'hui déjà, à utiliser de plus en plus de matériaux biosourcés dans la construction. Enfin, maintenant, on va regarder toute cette partie de la donnée environnementale. On a vu qu'en fait, c'est la donnée environnementale qui va mettre l'impact le plus fort. Quelle donnée environnementale est-ce que je vais utiliser? Comment faire? Alors tout d'abord, un regard au niveau du contexte normatif. L'ACV a différentes normes. Au niveau international, on va avoir les ISO 14000 qui vont être une ACV sur l'ensemble des produits et des services. Ensuite, on va spécifier au niveau européen, on va avoir la NF 15804 et son annexe A1 qui va être là spécifique, une norme qui va spécifier sur les produits de construction. Au niveau national, au niveau français, on va rajouter encore quelques compléments nationaux, donc des éléments sur une déclaration sanitaire ou sur le confort qui va rajouter, mais aussi quelques spécificités pour être sûr qu'on soit bien commun pour l'ensemble des produits
sur le marché français. Et un des points qu'on rend obligatoire au niveau du complément national, c'est cette idée d'avoir l'ensemble du cycle de vie. Au niveau européen, la norme rend obligatoire juste euh, le calcul au niveau de l'étape de fabrication, de la production, mais pas forcément une étape de mise en œuvre, de fin de vie ou de vie en œuvre, qui peut être en fonction du produit. Au niveau français, l'ensemble de ces hypothèses sont prises dès le début au niveau de ce qu'on va appeler une FDES ou une PEP. Donc, l'ensemble du cycle de vie est compris directement dans ma donnée environnementale. On ne va pas avoir d'éléments qui vont être changés. Alors, regardons plus précisément quelles sont nos données environnementales qu'on peut avoir. Tout d'abord, on va les distinguer entre deux éléments, entre ce qui est matériaux et équipements. Matériaux, on va parler plutôt de briques, de bois ou de notre isolant. Au niveau d'équipement, on va être plus facilement sur une pompe à chaleur, une chaudière ou une ventilation simple flux, double flux. Et on va regarder après d'un point de vue de plus en plus spécifique au plus générique. Au niveau de notre FDES, donc on va avoir ce qu'on appelle FDES individuel ou PEP individuel. Donc on distingue FDES, c'est pour tout ce qui va être matériaux, et PEP, ça va être pour tout ce qui est équipement. Qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est dans un côté, c'est une déclaration environnementale et sanitaire. L'autre côté, en anglais, Product Environmental Profile. Dans les deux cas, quand on dit individuel, c'est pour un produit spécifique et un et unique produit. Donc ce sera un fabricant, un modèle. On ne pourra pas avoir plusieurs modèles dedans, on ne pourra pas avoir plusieurs fabricants, ce sera seulement un modèle et un produit. Et il faudra bien vérifier que ce soit ce modèle et ce produit qui est mis en place. Dans un cas, on va avoir une déclaration environnementale et sanitaire. De l'autre côté, on aura juste la production environnementale. La FDES est faite et réalisée par le fabricant. C'est une déclaration du fabricant, une fiche de déclaration. Mais par contre, elle est vérifiée par une tierce partie indépendante depuis juillet 2017 et soumise à différentes, on va dire, catégories, systèmes de fonctionnement. On va avoir FDES certifié IGNES ou PEP Eco-Passeport. Une FDES a une durée de validité de 5 ans. Ensuite, on va avoir les FDES collectives. Quelle est la différence? Là, on va avoir plusieurs produits de construction ou plusieurs produits électriques ou de génie climatique qui sont compris dedans. Ça veut dire que, en fait, c'est pour un ensemble de produits. Donc, on va avoir toujours des fabricants, des industriels qui vont le faire là-dedans et on va prendre une moyenne sur nos produits. Et de l'autre côté, on pourra avoir aussi de temps en temps des organismes ou des syndicats, des unions d'entreprises qui vont se mettre pour permettre de réduire les impacts. C'est des données qui sont assez intéressantes. Enfin, on a tout ce qui va être configurateur. Alors là, pour l'instant, on ne l'a que pour les matériaux. Qu'est-ce qu'un configurateur? En fait, c'est une petite calculette qui va nous permettre d'adapter une fiche collective. Et là-dedans, on va avoir, ça va être à chaque fois réalisé par des filières et on est surtout sur des matériaux structurants. Donc, le béton, l'acier, le bois. On va avoir aussi des nouveaux, donc tout ce qui va être bois de France, béton préfabriqué ou des éléments biosourcés. Pour l'instant, Acacia n'est pas encore disponible. Mais là, c'est des petites calculettes qui vont nous permettre de spécifier quelle est vraiment ma quantité de béton, quelle est la dimension de ma poutre, et l'ossature qu'on peut avoir ou l'ossature bois que je peux avoir à ce niveau-là. Enfin, de manière le plus génétique, on va appeler ce qu'on appelle les DET, les données environnementales par défaut, et celles-là, ils sont faites par le ministère. C'est des données génériques, donc quand on dit générique, c'est pour l'ensemble des produits qu'on peut avoir, donc ce sera par exemple sur l'ensemble des bétons ou l'ensemble des laines de verre ou des laines de bois. Par contre, ils vont être par défaut, ça veut dire qu'il y a une majoration au niveau de cet élément. Si je veux l'utiliser, ça va être majoré, et de temps en temps, les majorations sont quand même assez importantes. Donc, ça va être assez difficile de pouvoir les utiliser. Encore un point qu'on va regarder, c'est au niveau de l'impact des énergies. Et on va voir un point assez intéressant, c'est on va principalement avoir dans le neuf, puisqu'on est sur du neuf, entre le bois, l'électricité et le gaz. Le bois, on va avoir un facteur x2, voire x3 entre le bois et l'électricité. Donc on augmente de 3 et on augmente encore de 3 par rapport au gaz. Donc simplement sur un projet, en changeant mon système de production de chaleur, je vais réussir à pouvoir diviser par 9
entre mes différents impacts. Donc qui peut être vachement intéressant. Voilà. Un dernier point pour vous dire que toutes ces données sont disponibles sur l'unique base de données en France, qui s'appelle la base de données IGNES, qu'on peut retrouver, qui est consultable gratuitement par nous, et où les fabricants peuvent déposer leurs éléments. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je suis prêt à écouter vos questions. Merci Pierrick. Alors moi, je n'ai aucune question visible, mais par contre, j'en avais une à titre personnel. Tu as évoqué qu'en France, l'ACV est basée sur une durée de vie du bâtiment de 50 ans. Pourquoi ce choix de 50 ans? Donc ça fait l'objet de plusieurs discussions et groupes de synthèse à ce niveau-là. On a utilisé une durée de vie de 50 ans parce que c'est à peu près à ce moment-là où l'idée est de dire entre un moment où on pourrait démolir ou surtout une rénovation plus importante, qui ne serait pas forcément sur remplacer le matériau à l'identique à ce niveau-là. Merci. Donc, je ne vois toujours pas de questions dans le chat. Du coup, je vais en poser. Ah, si, en voilà qui arrive. Donc, de Timothée Loni qui demande qui aura la responsabilité de calculer l'empreinte. C'est une bonne question aussi. Alors, il risque d'être fait par le bureau d'études thermiques à ce niveau-là, parce que c'est souvent lié avec la réglementation environnementale et lié avec la réglementation thermique qui était faite par le bureau thermique. Par contre, on préférerait, ou ce serait plus logique, en fait, que ce soit plutôt l'architecte ou l'économiste qui prenne en compte ce travail-là, puisque c'est l'architecte ou l'économiste, enfin, c'est l'architecte qui choisit les matériaux dans le bâtiment, c'est pas le bureau d'études thermiques qui choisit les matériaux et qui connaît l'ensemble des matériaux. Donc il y a besoin d'avoir une connaissance assez générale, pas toujours très spécifique, mais assez générale sur l'ensemble des matériaux. Et l'économiste va rapidement avoir ses quantités aussi, donc peut aider. Mais dans l'idée, le mieux, ce serait que ce soit l'architecte qui prenne en compte cette compétence au niveau de l'ACV. Merci. On a également une question de Philippe Devers qui s'interroge sur quel contrôle sera fait au niveau du calcul avec le dossier de permis de construire. Donc ça, c'est aussi un décret qui devrait arriver, qu'on n'a pas encore, mais on risque d'être sur la même, enfin, on va avoir sûrement sur la même typologie que ce qui se faisait sur la RT 2012, donc une attestation qui sera donnée au permis de construire et à réception. Alors, ça peut être un peu dommageable parce qu'on va se dire qu'il y a tant de calculs et c'est pas forcément si vérifié que ça. Je dirais qu'en tout cas, c'est vrai et en même temps, mettre en place une réglementation, ça coûte de vérifier et surtout, ce sera toujours un pas de plus. Même si on n'y arrive pas, ce sera toujours un pas de plus pour aller plus loin vers un bâtiment avec moins d'émissions de carbone. Donc, Monsieur Devers complète sa question en demandant qui est-ce qui a vérifié les attestations pour la réglementation thermique 2012 s'il y a eu un contrôle. Ces attestations sont vérifiées par les mairies ou les DDT en fonction de qui donne le permis de construire aujourd'hui. Donc, c'est la mairie locale le plus souvent. On peut avoir au niveau donc, des services de l'État, que ce soit donc, nous, CEREMA, DREAL ou DDT, on peut aussi faire des contrôles donc, a posteriori, entre 1 et 2 ans après la réception du bâtiment, pour aller plus dans le détail et vérifier qu'est-ce qui est vraiment mis dans l'attestation ou dans les données qui sont associées.
Donc en tout cas, aujourd'hui, au niveau du permis de construire, c'est les services d'instruction des permis de construire au niveau des agglomérations. Voilà, donc il y a encore quelques questions. On va vous répondre par écrit dans le chat, puisqu'il est maintenant temps de donner la parole à Magali de Proust, qui va nous faire un retour sur les projets en Belgique, et en particulier le projet Totem, dont elle va nous parler tout de suite. Oui, je vais rechercher ma fenêtre de présentation. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, on peut peut-être agrandir un peu. Agrandir un peu. Oui, ça va aller sinon. Je suis au maximum là. Bon. Voilà, je vais vous présenter l'outil Totem, donc, qui est un outil pour l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments. Donc, moi, je travaille au service public de Wallonie, qui est donc le service public régional wallon. Alors, tout d'abord, un premier constat. Donc, le secteur du bâtiment est un secteur qui pèse très lourd au niveau environnemental, en Belgique, mais aussi en Europe, puisqu'il consomme à lui seul 50% des ressources naturelles, 50% des consommations d'énergie, 40% des émissions de CO2, un tiers de la consommation d'eau et plus d'un tiers de la production de déchets. Donc, c'est un secteur qui pèse extrêmement lourd. Et depuis quelques années, en tout cas depuis 2008-2009, en Belgique, la réglementation PEB, donc performance environnementale énergétique, pardon, lapsus, des bâtiments, fait le focus uniquement sur l'énergie nécessaire à l'utilisation du bâtiment. Donc, ne se préoccupe que d'une seule phase de cycle de vie et ne se préoccupe que des aspects liés à l'énergie et au réchauffement climatique lié à cette énergie de consommation. Donc depuis le démarrage de la réglementation PEB en Belgique, on voit que sur ce graphique en orange sont reprises les consommations liées au chauffage, donc les consommations d'énergie primaire, et on voit que effectivement l'objectif de réduire les consommations d'énergie est quand même largement atteint. Par contre, cette réduction des consommations d'énergie est permise par une isolation plus forte et donc par une utilisation de matières plus importantes. Ces matières qui ont besoin d'être également fabriquées. Donc ici sur le schéma, on reprend dans la partie grise les consommations d'énergie primaire liées à la fabrication des matériaux, donc ce qu'on appelle l'énergie grise. Donc ça, c'est un petit peu le contexte qui a fait en sorte que, au niveau de Belge, les 3 régions se sont associées avec aussi le fédéral. Désolée pour les Français qui n'y comprennent juste rien du tout, mais retenez juste que c'est un outil qui se passe au niveau de tout le territoire belge. Donc, ont uni leurs forces pour créer donc un outil qui soit cohérent avec le cadre européen, qui intègre les aspects liés à la rénovation, mais aussi à la réversibilité, à la circularité. Et c'est un outil qui se voulait gratuit, donc accessible facilement via une application web. Alors, Totem, c'est donc un outil d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments, mais ce n'est pas un outil de classement des matériaux écologiques, ni même un outil qui qualifierait la durabilité des bâtiments, puisqu'il ne se focalise que sur les aspects environnementaux, même si ce sont les aspects environnementaux vus de manière très large. Alors, le public cible, ce sont évidemment toute la catégorie des concepteurs, mais aussi les autorités publiques, les producteurs de matériaux qui sont concernés au premier chef, mais également des chercheurs et des étudiants. Alors, Totem, c'est un projet qui a démarré en 2011 sous l'impulsion de la région flamande. Les 3 régions se sont associées en 2014 et l'outil a été sorti, disons, publiquement, enfin accessible publiquement en février 2018. En octobre 2020, nous y avons associé les EPD, donc les déclarations environnementales de produits. Et en juillet 2021, nous avons intégré la méthodologie PEF. J'y reviendrai tout à l'heure.
Alors, le principe de la méthode d'évaluation, comme la présentation précédente, hein, donc c'est focalisé, c'est articulé autour plutôt de l'analyse de cycle de vie des matériaux, des produits de construction et du bâtiment. C'est une analyse multicritère, donc avec 17 indicateurs environnementaux qui sont donc les indicateurs de la norme. Et nous nous basons sur une durée de vie de bâtiment de 60 ans. Voilà. Voilà, ça répond aussi à des études qui ont été faites en Belgique. Mais donc voilà, ça montre bien que d'un pays à l'autre, les avis des experts peuvent un petit peu différer sur ces éléments-là, ces hypothèses-là en tout cas. Donc, cohérent avec le cadre européen, donc basé sur la 15804, qui est donc la même norme qui est utilisée à la base en France. Et donc, cette norme est fractionnée en différents modules. Donc, le cycle de vie est fractionné en 4 modules qui vont de A à C. Enfin, oui, non, pas 3 modules, disons, mais c'est parce que le A est fractionné en 2 parties. Et donc, ces 4, tout le cycle de vie est déjà couvert dans Totem. Et alors, il y a le module D qui concerne davantage le potentiel de réutilisation et de circularité du bâtiment qui sera implémenté plus tard dans Totem. Donc ça, c'est la norme sur laquelle on se base. Ensuite, il y a la 15 978, 78, pardon, qui porte plus sur l'évaluation à l'échelle du bâtiment. Et alors, il y a PEF, qui n'est pas une norme à proprement parler, mais qui est plutôt un projet européen qui a donc intégré des aspects plutôt d'agrégation, donc pour avoir un score unique. Alors, l'outil et la méthodologie se veulent, en tout cas pour notre part, le plus transparent possible, même si c'est vrai qu'il y a toujours des aspects qui sont plus ardus à comprendre au niveau de la méthodologie des scénarios, mais voilà, on essaie tant qu'on peut d'avoir quelque chose de très ouvert, de très transparent au niveau des résultats qui sont livrés par l'outil. Alors, au niveau des données, comment cela fonctionne? Donc, il y a évidemment tout en haut les analyses de cycle de vie qui sont faites au niveau des produits. Alors, dans Totem, il y a 2 sources de données. La première, la principale, ce sont les données génériques. Alors, pour ces données génériques, on se base sur la base de données EcoInvent, avec néanmoins une adaptation au contexte belge, notamment par les scénarios de mix énergétique, les scénarios de transport et les scénarios de fin de vie. Et d'un autre côté, nous avons les données spécifiques, donc qui sont les EPD, donc les déclarations environnementales de produits. Donc c'est l'équivalent, si je me réfère à la présentation précédente au FDES. Et donc, c'est un programme qui est piloté au niveau du fédéral, hein. Donc, le fédéral, c'est vraiment l'entité qui couvre l'ensemble du territoire belge. C'est l'institution qui couvre l'ensemble du territoire belge. Et donc, cette base de données donc, gérée par le fédéral contient déjà une trentaine, peut-être un petit peu plus d'EPD. Et donc, c'est déjà une grosse partie de ces EPD qui sont intégrés dans l'outil. Alors, la particularité, c'est que donc, les données, tout ce qui concerne les ACV, les déclarations environnementales de produits, ça se passe au niveau des matériaux. Par contre, dans Totem, on travaille pas seulement on travaille à une échelle plus grande, qui est donc l'échelle de l'élément de construction et l'échelle du bâtiment. Alors au niveau des indicateurs, ça ce sont les indicateurs de la norme. Donc il y a 17 indicateurs environnementaux. Et alors il y a surtout la méthode d'agrégation. Donc pour arriver à avoir un score unique basé sur ces 17 indicateurs, nous appliquons la méthode d'agrégation PEF, donc qui donne un score en millipoints. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Avant, nous avions une méthode d'agrégation qui était basée sur la monétarisation. Donc ça, c'est une nouveauté dans Totem. Alors, sur la question plus spécifique des matériaux
biogénique dans Totem, eh bien, la dernière mise à jour de l'outil, donc où nous avons implémenté notamment cette nouvelle méthodologie d'agrégation, nous avons aussi intégré la nouvelle version de la norme qui nécessite en fait le rapportage des flux de carbone entrant et sortant, donc le stockage au niveau du module A, donc au moment de la production, et les émissions en fin de vie, donc au niveau du module C. Donc c'est exactement le même principe que ce que mon prédécesseur vous a expliqué. La seule différence, c'est que dans notre système, dans notre méthode d'agrégation, enfin de méthodologie d'évaluation, nous considérons que ce bilan est égal à 0. Néanmoins, on est en train d'analyser la possibilité de référer, en tout cas dans l'outil, du flux de carbone qui est stocké pendant toute la durée de vie du matériau. Donc ça, c'est sans doute quelque chose qui arrivera dans les prochaines semaines dans Totem. Alors un autre élément, c'est que on est en train de faire une étude sur les matériaux biosourcés dans Totem. Donc voilà, il faut savoir qu'en Wallonie, on a un tissu assez favorable au niveau de la production de matériaux biosourcés. Et donc on avait voilà pas mal de questionnements par rapport au score qu'on avait dans l'outil. Donc on est en train de faire une étude pour objectiver quelque part les résultats de ces matériaux biosourcés suivant notre méthodologie et voir si d'aventure il y a des adaptations à y apporter pour avoir une représentation qui est, comment je veux dire, sans doute plus réaliste par rapport aux avantages qu'ont ces matériaux d'un point de vue environnemental. Et par ailleurs, nous avons la volonté d'intégrer dans les bibliothèques notamment des tags sur les matériaux qui sont biosourcés, donc vraiment un petit logo qui permet de les identifier beaucoup plus facilement. Et comme je disais aussi, d'avoir un indicateur complémentaire qui est soit en fait le volume de carbone stocké à l'échelle soit de mon élément de construction, soit de mon bâtiment. Alors, on aborde aussi les aspects liés à la circularité, mais je vais aller très, très vite là-dessus. Donc, simplement pour vous dire qu'on a aussi un indicateur qui vise à analyser la réversibilité des connexions dans l'outil, puisque en Belgique, la question de l'économie circulaire, singulièrement dans le milieu de la construction, est vraiment très, très prégnante. Donc, pouvoir identifier, en tout cas, quand je modélise une paroi, quels sont les éléments qui sont avec des connexions réversibles, moyennement réversibles ou pas du tout réversibles. Et alors, nous avons des critères complémentaires qui donnent en plus des informations sur la possibilité de réemploi. Donc, est-ce que mon matériau est suffisamment robuste? Est-ce qu'il est facile à démonter, rapide à démonter? Voilà, il y a différents indicateurs qui seront repris aussi dans l'outil. Alors, dans la pratique, voilà, Totem, c'est un outil qui est sur base d'utilisation volontaire. Donc, on est toujours en Belgique sur la réglementation PEB pure, donc énergie d'utilisation. Mais donc voilà, maintenant Totem existant, on espère qu'un jour on puisse arriver à une réglementation intégrée comme la RE 2020 en France. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment une utilisation volontaire avec 4500 utilisateurs qui se sont déjà inscrits sur la plateforme, des formations qui sont en continu pour les architectes et qui fonctionnent vraiment, vraiment bien. Bon, ici, j'ai mis vers une réglementation, donc je me réfère à la réglementation française et Pays-Bas. Mais en Belgique, voilà, on a en tout cas l'ambition de pouvoir préparer un cadre réglementaire, mais clairement, d'un point de vue politique, on n'a encore aucun signal qui nous amène à accélérer le pas. L'intégration dans les marchés publics, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie de travailler. Et alors, on a aussi la reconnaissance de BREEAM. Donc pour tous les assesseurs BREEAM, il est possible d'utiliser Totem pour la partie matériaux. Totem est aussi utilisé dans le gros. Alors ça, c'est vraiment très spécifique à la Belgique. C'est un référentiel de bâtiment durable. Donc, je disais que Totem n'aborde que la question matériaux, aspects environnementaux. Mais le gros, lui, a plutôt une évaluation holistique et évalue plutôt tous les aspects liés à la durabilité. Et alors, on a déjà une prime qui existe en région Bruxelles-Capitale pour les architectes pour utiliser Totem. Donc, c'est un peu le même principe qu'une prime à l'audit énergétique. Donc, c'est une prime qui permet en fait de payer les frais liés à l'utilisation de Totem et à l'évaluation que l'architecte pourrait faire de son bâtiment dans Totem.
Alors, les prochaines étapes dans Totem, c'est au niveau des fonctionnalités d'une part. En 2022, on va élargir la bibliothèque puisque aujourd'hui nous n'avons que des éléments planaires, donc plutôt des murs, des planchers, les escaliers, enfin voilà quelques éléments principaux comme cela. Mais il y a notamment tous les systèmes qui sont encore manquants dans l'outil et que l'on vise à intégrer en 2022. Le lien évidemment avec l'énergie, hein, donc ça c'est tout à fait essentiel, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi parce que ça fait sens de lier évidemment l'énergie d'usage et les aspects environnementaux des matériaux. J'expliquais les aspects liés à la réversibilité, à la circularité. Le BIM aussi, donc on a une petite fonctionnalité qui fonctionne petitement encore, mais qu'on espère vraiment amplifier, c'est pouvoir récupérer des données via des plateformes, enfin d'outils BIM. Donc récupérer les données pour qu'elles puissent directement, toutes les données géométriques puissent déjà être récupérées dans l'outil, donc faciliter le travail de l'utilisateur. Mais aussi notre préoccupation donc de garantir et d'améliorer en fait la qualité des données et de nos résultats, ce qui est vraiment nécessaire si on vise une réglementation. On a une communication que l'on met en place avec le secteur, avec notamment des comités de suivi qu'on essaie de régulariser, enfin de faire au moins tous les 6 mois. Et elle aura un benchmark qui est encore une fois préparation éventuellement d'un cadre réglementaire, puisque dans Totem aujourd'hui, on a une évaluation qui donne un score global de son bâtiment, mais de son propre bâtiment. On n'a pas en fait de valeur seuil qui permet de dire est-ce que mon bâtiment a une bonne performance environnementale ou n'a pas de bonne performance environnementale. Donc, voilà les prochaines étapes. Et donc, voici quelques informations par rapport à l'outil. Donc, il y a toute une série de documentations qui sont disponibles sur le site et elle aura un helpdesk qui est accessible si vous avez des questions. Et je n'ai pas repris, je pense, le site, donc c'est totembuilding.be. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation très claire. Donc, j'ai noté effectivement la petite différence sur la durée de vie d'un bâtiment, mais bon, à cette échelle, 50 ans, 60 ans, c'est quasi pareil, on va dire. Il n'y a pas de questions pour l'instant. J'en avais une petite. Votre outil a quand même quelques années de vie. Quel retour vous en font les utilisateurs? Est-ce qu'ils en sont satisfaits? Est-ce que du coup, ça a permis de faire évoluer leur projet de bâtiment vers des projets un peu plus vertueux au niveau énergie carbone? Donc, c'est pas si évident d'avoir une vue sur les retours des utilisateurs. Alors évidemment, on donne des formations, donc là, on a des contacts plus étroits avec eux. Par ailleurs, dans les comités de suivi, il y a des comités de suivi spécifiques avec les producteurs de matériaux, mais aussi avec les utilisateurs. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On a déjà eu une séance. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment quelles sont leurs attentes aussi par rapport à l'outil. Et donc, clairement, les éléments qui reviennent, c'est le lien avec l'énergie, ça c'est tout à fait criant. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident puisqu'il y a à la fois toute la méthodologie de Totem qui est volontaire et puis confrontée à une réglementation qui est, elle, très, très ancrée institutionnellement avec une réglementation, avec un cadre qui est très, très strict et très rigoureux. Et donc voilà, ça c'est quand même le premier élément qui ressort. Après, le deuxième élément, c'est parfois la surprise de voir que les impacts les plus importants ne sont pas toujours là où on le croit. Par exemple, les matériaux lourds, typiquement, ont dans le bâtiment un impact proportionnellement assez élevé. Donc tout ce qui est les éléments de plancher, les éléments en béton, souvent ressortent, en tout cas dans le pourcentage global du bâtiment, on voit souvent que les planchers sont des éléments qui ressortent très très fort, alors qu'on pense souvent plutôt l'impact des matériaux d'isolation, mais en fait non, à l'échelle d'un bâtiment, il y a d'autres éléments qui ressortent beaucoup plus fort. Donc ça, parfois, ce sont des éléments de surprise. Et alors, ce qui n'est pas toujours simple non plus aux utilisateurs à comprendre, c'est la notion de durée de vie du bâtiment, puisque avec un bâtiment qui a une durée de vie de 60 ans, qu'est-ce que ça signifie en fait concrètement? C'est pas simplement une valeur que l'on va mettre pour dire voilà, nous on dit qu'après 60 ans le bâtiment est détruit. Ce n'est pas ça. C'est de dire qu'en fait tous les éléments que l'on incorpore dans le bâtiment et qui ont une durée de vie plus courte,
En fait, il faut les remplacer. Donc, par exemple, si je mets de la peinture sur un mur, ben, la peinture, elle a une durée de vie de 10 ans dans Totem. Eh bien, ça veut dire que sur la durée de vie de mon bâtiment, ben, quelque part, je vais compter 5 fois la peinture. Et donc ça, c'est parfois des éléments qui sont surprenants pour les utilisateurs quand ils découvrent les résultats en disant mais pourquoi ma peinture a un impact aussi élevé? Eh bien, c'est parce qu'il faut la répéter tous les 10 ans. Et donc voilà, ça, cette notion de durée de vie, euh, elle est vraiment à prendre en compte à tous les niveaux, même quand on analyse les scores des résultats. Et donc parfois, on peut avoir un matériau qui intrinsèquement pourrait avoir un bilan environnemental meilleur qu'un autre, mais avec une durée de vie beaucoup plus longue, ou peut-être dans le futur un potentiel de réemploi beaucoup plus grand, et donc in fine avoir un impact global sur la durée de vie du bâtiment plus bas. Voilà. Merci beaucoup. Il y a encore une question, mais je vous invite peut-être à y répondre dans le chat sur le financement, puisqu'on va passer la parole à notre troisième intervenant, à qui je souhaite la bienvenue, David Le Bannier. Peut-être aussi remettre dans le chat le lien vers le site, puisqu'il n'était pas dans le diaporama. Et donc, Monsieur Le Bannier, ben, je vous invite, comme les intervenants précédents, à partager votre support sans utiliser voilà, ça a l'air de fonctionner. Merci, ben, je vous laisse la parole. Très bien. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Voilà, le son est un petit peu faible de votre côté. Peut-être bouger un tout petit peu votre micro, si vous avez moyen. Ouais, est-ce que c'est mieux là? Je vais tenir le micro comme ça, est-ce que c'est mieux? C'est légèrement mieux, mais pas beaucoup. C'est pas terrible. Je vais tenter de débrancher et de rebrancher mon casque une petite seconde. Oui. Par contre, je suis désolée, je ne vois pas les questions dans le chat. Je ne sais pas, est-ce que mon message s'est affiché? Oui, le message sur Totem s'est affiché sur le lien. La question, c'était comment est financé le programme Totem? D'accord, ben je vais y répondre alors par écrit. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est pareil. C'est pareil. Je pense que c'est mon micro. C'est pas le bon canal qui doit être connecté. Je pense pas que ce soit le micro de mon casque. Je crois qu'il faut se déconnecter, se reconnecter avec une autre manière pour que ça fonctionne vraiment. Très bien. Excusez-moi, je pense que ça vaut le coup que je prenne 30 secondes. Je quitte et je reviens. Oui, je pense que la qualité sera meilleure. En attendant, bah, j'en profite pour donner une petite information aux participants, puisque est prévu à 16h40, donc la fin de cette session, mais vous avez une nouvelle session pour voir la vidéo qui suivra sur la visite de Vitry. Donc, ce sera dans la même salle, mais par contre, ce n'est pas dans la même conférence. Pour ceux qui souhaitent y participer, il faudra bien penser à repasser par l'accueil et à vous reconnecter une nouvelle fois à la conférence spécifique sur la vidéo de Vitry. Voilà, je vais relaisser la parole à Monsieur Le Bannier. Très bien. C'est parfait. C'est mieux, merci. Une petite seconde, je vois que les animations ne marchent pas, donc je vais enlever quelques éléments, sinon on va rien voir. Je suis désolé de ces contretemps. Donc, je me présente en même temps. Donc, je m'appelle David Le Bannier, je suis responsable de l'activité conseil chez Pouget Consultant. On est bureau d'études thermiques, fluides et environnement à Paris. Et je vais vous faire une présentation en lien direct avec la RE 2020. Donc, c'est très franco-français par rapport à ce qui vient d'être présenté. Et je vais réussir. Dans le cadre de la RE 2020, donc vous avez eu sûrement plusieurs présentations et on va se focaliser sur un petit peu la nouveauté de cette RE 2020. L'une des nouveautés, c'est qu'on va prendre l'impact carbone en compte des matériaux et des équipements, chose qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant dans E+C-, notamment pour ceux qui connaissent. Donc, je vais commencer par représenter brièvement les indicateurs de la RE 2020 pour ensuite à zoomer sur l'impact carbone des équipements de production de chaleur et de ventilation.
Donc la RE 2020, c'est 3 grands piliers: l'énergie, avec un indicateur sur la qualité de l'enveloppe et 2 indicateurs sur les consommations d'énergie primaire, le CEP. Tout à droite, un indicateur sur le confort d'été, qui vient mettre le doigt sur le confort d'été, qui va sûrement, inciter, d'une certaine manière dans certaines régions, de certaines zones climatiques de France, à déployer des équipements de production de froid, et ça, on va voir que c'est important de l'avoir en tête puisque les équipements de production de froid ont pas les mêmes impacts carbone. Et pour ce qui nous concerne, le carbone, eh bien, on va parler du IC construction, impact carbone, des matériaux et des équipements. C'est à différencier du IC énergie qui ne comptabilise que l'impact carbone dû aux consommations d'énergie. Là encore, on va vraiment se focaliser sur le IC construction, mais il faut bien avoir en tête que le degré heure va peut-être, dans certains cas, nous inciter à climatiser, et le IC énergie va, mettre de côté petit à petit les solutions gaz, de manière très franche en 2022 pour la maison individuelle. Les solutions 100 gaz seront impossibles, même hybrides gaz ne seront pas possibles. Côté immeuble collectif, on va voir c'est les 2 usages qu'on va explorer durant cette présentation. Eh bien, côté immeuble collectif, au début de l'application de 2022-2025, on va pouvoir continuer de faire du gaz, puisque le gaz était très présent, dans la construction, des immeubles collectifs, donc c'est un peu plus compliqué de, fermer la porte à cette énergie, rapidement, et c'est vraiment en 2025 qu'on va, ne plus pouvoir faire du 100 gaz et être obligé soit d'hybrider le gaz avec des pompes à chaleur, soit basculer sur des solutions, pompes à chaleur. Ça, c'est les éléments de contexte qu'on va avoir, qu'il fallait avoir pour, en introduction. Hem J'imagine que vous savez ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie. Donc on vient comptabiliser l'ensemble des émissions de l'extraction jusqu'à la production des éléments, leur installation et leur fin de vie. Donc à chaque fois, le bureau d'études doit définir les quantités d'éléments et mettre en face, une donnée environnementale, un impact carbone. Les petites subtilités de la réglementation française qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a différents types de données. Les FDES, c'est pour plutôt les produits architecturaux, le placo, le BA13, le revêtement de sol, la peinture, le béton, et les PEP, c'est plutôt pour les équipements électriques et les systèmes de production de chaleur, donc la ventilation, la chaudière, les radiateurs, voilà, tout ce qui est allié, plutôt au CVC. Donc ça, c'est les 2 types. Il y a 2 statuts, 3 statuts différents. Lorsque les représentants de ces filières ou les industriels, n'ont pas, justifié l'impact carbone d'un équipement, eh bien, l'administration a défini une valeur par défaut, qu'on appelle DED, données environnementales par défaut, qui est environ, 2 à 3 fois, plus pénalisante qu'une déclaration environnementale classique. Donc ça, c'est par défaut, c'est dans le cas où personne ne s'est mobilisé pour justifier l'impact carbone d'un élément. Si un industriel se mobilise pour justifier l'impact carbone de sa propre chaudière, d'une seule référence commerciale, on appelle ça une PEP ou une FDES individuelle, ça correspond à un seul produit. Si un groupement d'industriels se rassemble pour justifier l'impact carbone, par exemple des chaudières collectives gaz, c'est comme le cas du centre Uniclimat qui regroupe, un grand nombre d'industriels de la chaudière, eh bien, ils se sont mobilisés collectivement pour, justifier l'impact carbone des chaudières, on va dire, avoir un impact carbone représentatif des chaudières du groupement qui s'est mobilisé. Donc c'est une solution collective. Une PEP collective. Il faut savoir que les maîtres d'ouvrage vont nous inciter à utiliser au maximum des PEP collectives de manière à ne pas fermer complètement le marché, puisque quand on mobilise une PEP individuelle, eh bien ça sous-entend, que, bien l'entreprise qui va répondre va être obligée de répondre avec cette référence commerciale, ou alors, de mettre à jour, de modifier l'étude carbone. Voilà pour les notions qu'il fallait avoir en tête pour aborder cette présentation. Ensuite, le périmètre de ce IC Construction. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Donc jusqu'à maintenant, pour ceux qui connaissent dans l'expérimentation E+C-, eh bien, on prenait en compte les lots architecturaux de 1 à 7, c'est-à-dire, de la voirie des réseaux divers,
la structure, le second œuvre, etc. Tout ce qui est plutôt les matériaux de construction, les lots architecturaux. Donc ça, on les décrivait de manière détaillée, c'est-à-dire que dans E+, C-, on justifiait les quantités, on vient d'émettre une donnée environnementale en face. La nouveauté par rapport à E+, C-, c'est sur les lots 8 et 9. Ces lots qui concernent plutôt le CVC, on va le voir ensuite, eh bien, dans E+, C-, on n'avait pas à les saisir, pas à détailler leur impact carbone, on avait un forfait qui était disponible. Désormais, il va falloir définir, à chaque fois, de manière détaillée, les quantités et les données environnementales, pour, décrire ces lots-là. Donc je vais commencer par le lot 8, qui concerne plutôt la CVC, qui est définie en sous-lots. Le lot 8.1, il intègre uniquement les éléments de production de chaleur, de froid et de chaude sanitaire et leurs ballons et leur régulation, donc la chaudière, le ballon et la régule. Ça, il y a une dérogation sur ce lot. Si on ne veut pas le saisir de manière détaillée, c'est l'un des seuls, vous voyez, il y en a un autre, c'est le lot 10 et 11, eh bien, je peux mobiliser un forfait à 74 pour les immeubles, à 170 pour les maisons. Si je mobilise ce forfait, je n'ai pas à justifier de l'impact carbone de ce lot-là. Mais on va voir que déjà, dès l'entrée en vigueur de la RE 2020, sur ce lot-là, on a déjà à disposition pour certains systèmes des données environnementales qui nous permettent de le saisir de manière détaillée et de faire des gains par rapport à cette valeur forfaitaire. Ensuite, il y a le lot 8.2 qui est un peu particulier, c'est pour les éléments de cogénération. Les lots 8.3 pour les émetteurs à eau et électriques. Donc on va voir que différents types d'émetteurs n'ont pas le même impact carbone, le radiateur, plancher chauffant et autres. 8.4, c'est tout ce qui est lié au traitement et à la diffusion d'air. Donc ce ne sont pas les conduits, mais uniquement les bouches et les centrales de traitement d'air ou les volets de désenfumage. Dans le lot 8.5, on retrouve l'ensemble des réseaux et des conduits pour le gaz, la ventilation, la climatisation, le chauffage. 8.6, les stockages de combustible, une cuve par exemple. Excusez-moi. Et 8.7, l'impact carbone des fluides frigorigènes. Donc ça, c'est les fluides qui sont utilisés dans les pompes à chaleur. On va le voir dans quelle mesure ceci peut être impactant. Donc voilà pour le lot 8. Le lot 9, c'est plutôt les éléments liés au sanitaire, donc les robinetteries et autres installations sanitaires, ou les canalisations, réseaux pour l'eau chaude sanitaire, l'eau froide, l'eau pluviale et les eaux usées. Et les traitements, par exemple, si on a un adoucisseur. Déjà, petite subtilité, tout l'enjeu pour nous, bureau d'études, ça va être de savoir où est-ce qu'on classe quoi, et pour le moment, il y a encore quelques flous. Une chose est sûre, par exemple, les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire, ils sont dans le lot 8.2, alors que les réseaux de distribution de chauffage et de climatisation sont dans le lot 8.5. Il y a pas mal de petites subtilités comme ça à avoir en tête. Lot 10 et 11, c'est courant faible, courant fort, c'est les lots électricité. Pour le moment, on n'a pas de données environnementales pour les faire de manière détaillée, donc un forfait est disponible. Il est à 50 en immeuble et à 100 en maison, et on aura, prochainement un configurateur, donc non pas une multitude de données environnementales, mais un configurateur qui va nous permettre d'évaluer l'impact carbone de ces lots en fonction de la typologie des logements, de leur surface et quelques autres critères. Donc une approche, un peu plus, simplifiée. Mais qui pour le moment n'est pas disponible. On n'est pas en capacité de savoir si, avec ce configurateur, on va faire des gains ou non par rapport à ce forfait, disponible ici. Ensuite, il y a les lots 12, ascenseurs, lot 13, équipement de production d'électricité, notamment pour les panneaux photovoltaïques, et un contributeur chantier. Voilà un peu sur le périmètre en ayant zoomé sur les lots CVC, fluides et sanitaires. Donc ça n'a pas marché. Je ne vois pas la slide, je ne sais pas pourquoi. Une petite seconde. Est-ce que vous pourriez me confirmer qu'on voit bien l'écran? C'est bon. Merci. Donc là, c'est un peu, on rentre dans le détail des données environnementales qui sont disponibles pour caractériser ces lots CVC fluides. L'enjeu, c'est que ce sujet étant tout nouveau, on a très peu de données environnementales. Quelques industriels ou groupements d'industriels se sont mobilisés en amont, pour apprendre, pour essayer d'être moteurs, mais
ça fait que quelques mois que le secteur a compris qu'il va falloir justifier ces données environnementales. Pour le moment, on manque de données et j'en ai fait un petit peu le bilan ici. En gaz collectif, on a uniquement des données environnementales par défaut, des DED, et qui caractérisent soit une chaudière de 50 à 100 kW ou de 100 à 400 kW. Il y a des PEP collectives qui sont disponibles uniquement pour le chauffage seul. En gaz individuel, on a une PEP collective. Ici, l'enjeu, c'est que la PEP collective a un impact carbone supérieur à la donnée environnementale par défaut. Donc ça, je pense, c'est des petits cafouillages de démarrage de réglementation où, la valeur par défaut a dû être évaluée à une période où on manquait de données, pour caractériser ces éléments et donc elle a été sous-évaluée. Elle sera sûrement mise à jour bientôt. Il y a une, donnée environnementale par défaut pour caractériser les conduits, de fumée, 3CE par exemple. Pour les réseaux de chaleur, on a une, donnée environnementale par défaut pour les échangeurs à plaques. Ici, un échangeur à plaques de 150 kW. La question se pose, si on a un échangeur de 200 kg, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend 2 DED? Théoriquement, on ne devrait pas pouvoir saisir, on doit respecter exactement l'unité fonctionnelle qui est définie par la donnée environnementale. On ne devrait pas pouvoir faire de l'agglomérat de données pour caractériser un élément. C'est sûrement ce qu'on va faire au début de l'application, mais on attend, prochainement ce qui est, une définition des DED qui couvrent le spectre, de manière un peu plus exhaustive. Les ballons de stockage, on a une PEP, alors c'est pas la seule sur les ballons de stockage, là c'est pour les ballons plutôt collectifs, on a une PEP qui est pour un ballon, d'environ 1000 litres, mais dont l'impact carbone, de notre point de vue, est anormalement impactant et on soupçonne que ça vienne de l'anode, qui a été pris en compte avec du magnésium. Je pense que cette PEP représente un grand groupe, un panel de ballons et qu'ils ont pris les configurations les plus défavorables, notamment une anode au magnésium de 10 kg, ce qui est extrêmement rare, donc qui augmente l'impact carbone des ballons de stockage qui, pour le début de l'application de la RE 2020, va beaucoup défavoriser les solutions qui font appel à beaucoup de stockage, donc plus souvent les pompes à chaleur ou le solaire, par exemple. Donc voilà, donc voilà, c'est vraiment le démarrage, tout ça va être amené à être corrigé. Les émetteurs, on a une PEP, pour un émetteur à eau de 1 kg. Ici, je pose volontairement la question parce que je pense que c'est des questions que vont se poser beaucoup de bureaux d'études, c'est est-ce qu'on a un émetteur d'1,5 kg, est-ce qu'on prend 2 PEP pour caractériser cet émetteur? Est-ce qu'on est obligé de passer sur la DED? Voilà, on manque pour le moment encore de documents d'application qui vont nous décrire, très concrètement ce qu'on fait dans ces cas de figure. On a des PEP pour les CET individuels, chauffe-eau thermodynamique individuel. On a des PEP collectives pour les pompes à chaleur RO double usage qui font chauffage et eau chaude individuelle. Le défaut, c'est que cette PEP collective, eh bien, considère un fluide frigorigène qui est très impactant, le R410A, ce qui fait que cette PEP est pas du tout avantageuse et que dès qu'on va mobiliser une pompe à chaleur qui a des fluides frigorigènes plus performants, et on va avoir tendance à prendre plutôt des données environnementales par défaut et à caractériser, le fluide frigorigène par ailleurs, avec le bon fluide et la bonne charge de fluide. Pour les pompes à chaleur RO double usage collective, qui est une solution technique qui va prendre de plus en plus de parts de marché, dans cette RE 2020, eh bien, pour le moment, on n'a que des données environnementales par défaut. Pour tout ce qui est réseau accessoire, on n'a que des données environnementales par défaut. Pour la régulation, on a bien l'armoire électrique, mais on n'a pas les éléments à intégrer dedans. Donc là, voilà, donc je sais que l'administration est en train de compléter les DED, compléter les éléments qui manquent, qu'il y a une plateforme qui a été créée, par l'administration sur laquelle dès qu'on constate un manque, dans les données environnementales, eh bien on peut, l'indiquer et une DED sera créée, ensuite. Voilà, donc là on est rentré dans le fond de la base de données, environnementale. Maintenant on va faire une application, pour un bâtiment type. Alors, monsieur Le Bannier, il reste 6 minutes. 6 minutes, très bien. Du coup, comme il n'y a pas trop de questions, je vous propose qu'on a eu quelques soucis techniques. Je vous propose de continuer à dérouler Oui. votre diaporama, mais sachant qu'on sera coupé. Très bien. Enfin, voilà.
Donc ici, c'est une analyse de cycle de vie type pour un bâtiment collectif. Vous avez les différents lots et les différents seuils. Ici, c'est les seuils qu'on va nous exiger en 2022, les seuils qu'on va nous exiger en 2025, 28 et 2031. On voit qu'un bâtiment en béton un peu classique respecte, le seuil. Ici, on est en gaz individuel, donc un système, dont l'impact carbone, du fait qu'il ait des données environnementales, justifiées, est plutôt optimisé. On voit qu'on a très peu de marge. Ce que je sous-entends ici, c'est que, bah, si on mobilise un système de production de chaleur qui a un impact carbone plus fort, eh bien, on peut venir rapidement dépasser ce seuil. Donc dans ce lot, cette analyse de cycle de vie, les lots 8 à 12, donc CVC, sanitaire et électricité, pèsent 25 du poids total, donc voilà, dont, 100 pour le lot 8 et 9. Ensuite, on a le second œuvre qui pèse 32 et la superstructure 30. Dans toutes ces dans tout ce poids carbone, on a 190 kilogrammes de poids qui sont issus de données environnementales par défaut, donc dont l'impact, carbone est a priori exagéré et qui vont être amenés à diminuer au fur et à mesure que les acteurs vont, justifier l'impact carbone de leurs équipements. Le poids de ces valeurs par défaut, c'est 190. Eh bien, on en a 50 dans le en courant faible et on a 105 qui sont dans les lots CVC et plomberie. Donc c'est là qu'on attend vraiment une production, de données environnementales et que le poids carbone de ces lots est pour le moment là, a priori, surévalué. Ici, vous avez une application, enfin, c'est les différents systèmes que j'ai testés, donc gaz individuel, gaz collectif, chaudière gaz plus PAC, chauffage électrique plus une pompe à chaleur RO collective et une solution qu'on appelle, composite, c'est-à-dire un monosplit dans le salon, chauffage électrique dans les chambres et chauffe-eau thermodynamique. On va regarder l'impact carbone de ces différents systèmes. Donc un graphique un peu dense, on va avoir ici une solution gaz individuel qui est à 75. Donc on se rappelle que notre bâtiment en gaz individuel, il passait, les seuils de l'Aéro 2020 avec une marge d'environ 20-30 kg de CO2. Dès qu'on va passer en gaz collectif, avec un ballon de 1000 litres par exemple et 2 chaudières, de 50 à 100 kilowatts, on monte à 87. Le fait de mobiliser une sous-station de réseau de chaleur, vient dégrader un petit peu, l'impact carbone, dû à l'échangeur. Je ne sais pas si c'est justifié, en tout cas c'est ce que révèlent les valeurs par défaut pour le moment. Et ici vous avez toute une série de solutions, électriques. Je vais passer par exemple, tout de suite, au système, un peu, qui va émerger grâce à l'Aéro 2020 puisqu'ici ce sont des solutions en, chauffage électrique, qui ont un accès très difficile, au seuil de l'Aéro 2020. Les solutions 100 thermodynamiques, et bien là, on a mobilisé 3 ballons de 1000 litres parce qu'on optimise un peu plus le kilowatt pack, pour que ça coûte moins cher puisque le kilowatt pack coûte plus cher que le kilowatt gaz et on est resté avec des fluides très peu performants, donc R410A. Donc on voit ici à 33, c'est le poids du fluide frigorigène et on a un lot, 8.1 qui est le générateur et le stockage qui est très fort et ça c'est dû d'une part au fait qu'on ait une donnée environnementale par défaut pour les packs, mais surtout au fait qu'on a des données environnementales pénalisantes pour les ballons qui vient alourdir, anormalement le poids carbone de ces éléments-là. Donc concrètement, si demain, en RE 2020, vous voulez mobiliser une pompe à chaleur double usage dès l'application en 2022, eh bien vous serez contraint par les seuils. On l'a vu tout à l'heure, qu'en gaz individuel, ça passait de justesse. Alors si je mobilise ce type de pompe à chaleur, je vais avoir beaucoup de mal à passer. Encore une fois, ça ne montre pas que ces équipements sont moins carbonés. On pourra, tirer des conclusions sur l'impact carbone réel plus tard, quand tout le monde aura justifié son impact carbone. Pour le moment, avec les données qu'on a et les défauts qu'elles ont, on arrive à ce constat-là. On peut largement diminuer l'impact en allant chercher des fluides moins carbonés comme le R32. On pourrait même aller chercher du R290, et réduire cet impact à zéro. Mais on resterait quand même largement au-dessus de l'impact carbone d'une chaudière gaz individuelle. Il faut savoir que, on pourrait compenser par ailleurs, par des modifications des lots architecturaux, le surimpact de des lots, 8 et 9, mais compenser de 141 à 75, c'est mobiliser peut-être 50 à 60 € du mètre carré, CHAB pour amener des matériaux, biosourcés ou bas carbone pour compenser cet impact. Donc ce ne sera pas une porte de sortie pour ces solutions techniques. La seule porte de sortie, c'est vraiment de, venir justifier, l'impact carbone de l'ensemble des éléments. Hem
Voilà, ici je mettais le ratio environ 1 à 4 € du mètre carré chab pour 1 kilo par mètre carré chab, diminué, pour, cette histoire de compensation. Est-ce qu'il me reste oui, Ouais, je très bien. suis désolée. Non, non, Il je me pense reste que plus que 30 secondes. j'ai dit Mais l'essentiel. effectivement, du coup, l'essentiel a été fait et puis l'intégralité du support sera disponible sur le site. Je vous invite donc pour la visite virtuelle de Vitry. On reste sur la même salle, mais par contre, il faut changer de séance et bien cliquer sur la nouvelle séquence dédiée à la visite de Vitry. Donc, à tout de suite pour ceux qui nous rejoignent.